Venons-en à votre soutien à l'AES qui ne date bien évidemment pas d'aujourd'hui, pendant que d'autres condamnent, vilipendent, dénigrent. Vous avez choisi de soutenir, pourquoi? Pour trois raisons. L'Alliance des États du Sahel a été bâtie sur une politique de vérité. Alors que l'ensemble des organisations existant sur le continent africain, au moment où l'AES naissait, sont des organisations bâties sur la politique de la langue de bois. La deuxième raison, c'est que l'AES a été bâtie sur une politique de justice, qui a pour but de rendre à nos peuples l'initiative de leur histoire. Et la troisième raison, c'est que l'AES pratique une autre valeur fondamentale de notre civilisation négro-africaine, la valeur de solidarité. Quand l'AES a été fondée, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout court étaient à un nouveau tournant. Le Niger était menacé d'être transformé en une nouvelle Libye. L'AES a été créée pour appliquer le principe du tous pour un et un pour tous. On a vu reculer les néocolonialistes français. On a vu reculer l'organisation instrumentalisée de la CEDEAO. On a vu reculer le plan des états-majors qui, comme par exemple celui de Côte d'Ivoire, était mobilisé avec 1500 hommes pour attaquer le Niger. Tout cela a été possible parce que, pour l'une des premières fois dans l'histoire du XXIe siècle, deux États africains se sont levés pour dire, si vous attaquez le Niger, eh bien vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina Faso. C'est quelque chose de très rare. Et n'oubliez pas, l'une des premières fois que des activistes, des militants, des intellectuels panafricanistes sont ouvertement défendus dans l'histoire de ce XXIe siècle par des gouvernements, elle a eu lieu grâce à l'AES. Vous vous souvenez, au mois de septembre 2025, du communiqué officiel des ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger, défendant les Africaines et les Africains qui, engagés dans l'idéologie panafricaniste de souveraineté africaine, prennent les risques qu'il faut pour que nous soyons ensemble les héritiers les plus dignes de nos plus dignes prédécesseurs. Donc l'Alliance des États du Sahel est convaincante parce que la politique qu'elle pratique est frappée au coin des trois valeurs fondamentales de notre civilisation. Ils ne mentent pas. Voilà pourquoi ils ne combattent pas le terrorisme en s'associant avec des puissances qui ont créé le terrorisme. Ils s'efforcent d'être justes. Voilà pourquoi ils ne prennent pas l'argent public malien, burkinabé et nigérien pour aller le planquer dans des comptes bancaires en France, en Suisse, le planquer dans les paradis fiscaux. Ils misent leur avenir au cœur de leur peuple parce qu'ils savent que c'est à ces peuples qu'ils ont à rendre des comptes. Enfin, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel nous indiquent que la solidarité est la clé de notre puissance. Nous assistons à la naissance d'une grande puissance africaine. Vous vous rendez compte? Ces trois pays, rien que par la géographie, constituent une muraille, comme l'a dit le président Tiani, une digue, une barrière de protection de l'Afrique noire contre le grand plan qui a été élaboré et qui a commencé à être mis en place lorsque la Libye a été saccagée. N'oubliez pas que l'OTAN avait prévu de saccager la Libye afin d'envahir le Sahel, après le Sahel, le golfe de Guinée, après le golfe de Guinée, l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Après le bassin du Congo, le plan de déstabilisation de l'Afrique descendait sur le bassin du Zambèze. Je vous rappelle que les soi-disant djihadistes, qui sont en fait des mercenaires terroristes de l'impérialisme occidental, sont maintenant au Mozambique, dans la région où le Mozambique a du pétrole et du gaz. Et ils ont réussi à obtenir que le gaz et le pétrole du Mozambique, en Afrique de l'Est et pratiquement en Afrique du Sud, soient bradés moins cher à des puissances qui se trouvent être les parraines même des groupes terroristes. Donc cet immense plan, il n'avait pas été prévu dans les officines impérialistes qu'au cœur du Sahel émergerait là, dans la zone sacrée du Liptako-Gourma, une alliance politique hors pair, qui a été à la fois un joker et un très grand coup de poker. Alors, parce que personne, j'ai lu les grandes analyses des centres d'investigation américains, européens, personne n'avait vu venir le 16 janvier 2023. Personne ne s'y attendait. Alors, vous avez vécu ici avec nous à Bamako ce moment historique de la vie de la Confédération, le deuxième collège des chefs d'État. Vous avez entendu ces discours qui réaffirment avec force une certaine détermination à aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le langage ce jour-là? J'ai été frappé par le fait que les trois dirigeants de l'AES, les présidents Goïta, Tiani et Traoré, ont tenu trois discours de formes différentes, mais pour défendre la même vision. C'était vraiment, littéralement, excusez-moi la métaphore, mais on se trouve un certain 25 décembre, c'était une sainte trinité. C'est la sainte trinité panafricaniste qui s'est exprimée au CICB de Bamako. Le président Traoré a choisi d'utiliser la méthode de la métaphore filée, avec le célèbre thème de l'hiver noir, qui embranchait sur le thème de l'albinos noir, dont nous savons toutes les interprétations qu'il a offertes.
Le président Abdourahmane Tiani, lui, a choisi d'utiliser le registre de la mémoire, le rappel qui sauve l'âme. Il nous a rappelé des dates qui seront enseignées aux écoliers de toutes les générations. Il nous a parlé du 18 août 2020 au Mali, le début de la révolution du Mali Koura. Il nous a parlé du 30 septembre 2022 au Burkina Faso, à savoir le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré. Il nous a parlé du 26 juillet 2023 au Niger, avec la révolution du CNSP. Il nous a parlé du 16 septembre 2023, avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Et il nous a parlé d'une 5e date, celle du 6 juillet 2024, avec le passage de l'Alliance à la Confédération, annonçant implicitement ici l'avènement imminent de la Fédération sahélienne. Le président Tiani, lui, s'est fait historien de l'émergence de la révolution ouest-africaine et de la révolution panafricaine. Quant au président Assimi Goïta, président confédéral sortant, il a rendu compte au peuple sahélien et à ses homologues qui étaient présents du travail accompli pendant son mandat. Le discours du président Goïta, qui est un grand taiseux, notamment quand il parle en français. Parce que le président Goïta donne beaucoup de secrets quand il parle en bamana. Je suis en train d'apprendre la langue bamana pour pouvoir l'écouter dans la langue dans laquelle il confie les secrets. Il y a 2 présidents Assimi Goïta. Taiseux en français, essentiellement administratif et très carré, technocratique et même militaire. Et il y a le président Assimi Goïta qui est une autorité de tradition et qui, dans la langue bamana, donne en réalité le message du cœur. Quand il parle en français, il utilise essentiellement la raison, et quand il parle en bamana, il utilise les fibres de l'esprit et du cœur. Lui, il a parlé là avec la raison. Il a fait le bilan de son action. Nous vous avons promis une armée unifiée, vous l'avez. J'en ai donné l'étendard la semaine passée. Nous vous avons promis une banque d'investissement de tous nos États, nous l'avons. Nous venons de l'inaugurer. Nous vous avons promis une seule voie, une diplomatie unifiée. Nous l'avons. Vous étiez très content de voir les 3 ministres de l'AES parlant à l'ONU comme des triplés issus de la même mer, la mer du Liptako-Gourma. Mais nous vous promettons mieux. Nous allons relier nos capitales par une voie ferroviaire et des autoroutes. Nous vous promettons mieux. Nous allons mettre en place un fonds de souveraineté alimentaire, de souveraineté en ressources fondamentales. Nous vous promettons mieux, nous marchons vers le grand accomplissement de notre souveraineté, le sujet tabou dont personne n'a ouvertement parlé tout naturellement, la monnaie souveraine sahélienne qui se prépare avec lucidité, avec responsabilité et avec détermination. Donc, voilà 3 discours qui nous ont présenté 3 axes différents. Le discours du président Abdourahmane Tiani, quant à lui, était là pour nous rappeler. Le discours du président Traoré, nous faire méditer sur la situation géopolitique et géostratégique. Le discours du président Goïta, nous faire apprécier le chemin parcouru. 3 discours complémentaires pour dire que la politique est de retour. L'avenir de l'Afrique, ici au Sahel, ne se prépare pas ailleurs, comme l'a dit le président Tiani, qu'à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Pour une fois, nous sommes de nouveau pleinement les acteurs, les sujets de notre histoire, et non pas ceux qui la subissent et qui en sont des spectateurs. D'accord, vous avez évoqué quand même, à partir du discours du président Goïta, tout ce qui a quand même pu être réalisé en une année, un peu plus de parcours de cette confédération. Comment est-ce que vous appréciez ce bilan, ce qui a été fait? C'est un bilan exceptionnel. On connaît des organisations extrêmement bruyantes, prolifiques en communiqués creux et vaseux, et qui n'ont pas accompli le 10e de ce que l'Alliance des États du Sahel a fait en un an. Prenons notre supposée grande organisation politique continentale, l'Union africaine. L'Union africaine a-t-elle fait 1 centimètre de route? L'Union africaine a-t-elle créé une seule banque qui permette aux plus de 600 millions de jeunes qui vont entrer dans le monde du travail bientôt d'avoir des financements pour faire des affaires? Rien de tout cela, 0 pointé. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a appelé des réunions inutiles. Bon. Des organisations inutiles. Mais qui organisent des réunions inutiles. Ils ont parlé de réunions inutiles dont ils doivent se retirer. D'accord. Donc, alors, honnêtement, dans le contexte d'adversité que connaît l'AES, et en particulier le pays qui a été pionnier de cette affaire, le Mali, dont il ne faut pas oublier la fonction sacrée dans l'émancipation des Africains. J'évoque toujours, quand je parle du Mali, un grand poème écrit par
l'ancien leader du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le camarade Agostinho Neto. Un poème sur Bamako, où il explique que la terre malienne a reçu du Tout-Puissant la vocation d'être le lieu des grands commencements africains. Ici, à Bamako, a été recommencée la grande libération du XXIe siècle africain. Et cela, en un laps qui va de 2020 à 2025, en 5 ans, on n'avait jamais vu une organisation continentale. Après le RDA des années 46, on n'avait jamais vu une organisation continentale essaimer avec autant de puissance. Donc, vous voyez également que le Mali a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, à la fois spirituelles, géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. La dernière tentative de blocus de l'approvisionnement énergétique du Mali avait pour but d'empêcher le sommet des 22-23 décembre. Donc, il faut bien voir que malgré tous ces obstacles, malgré les pressions diplomatiques, les pressions économiques, malgré le harcèlement des mercenaires de l'impérial terrorisme, cette alliance est aujourd'hui l'organisation politique Yaya Konaté. Si on fait un sondage, je suis certain que l'organisation politique la plus aimée des Africains s'appelle l'AES. Et que cela est vrai même chez les peuples de la CEDEAO. Vous avez vu ce qui s'est passé le 30 avril 2025, avec la grande mobilisation médiatique mondiale autour du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Donc, il y a quelque chose de grand qui se fait ici, mais avec humilité, avec lucidité. L'AES n'est pas une organisation arrogante. C'est une organisation déterminée et qui sait que la seule façon pour l'Afrique de survivre au péril de ce siècle, c'est de se rassembler en puissance de cette taille. Alors, il y a une banque confédérale quand même qui a été 500 milliards inaugurée ici. Promesse de fonds souverains, comment est-ce que vous appelez cela? Mais écoutez, le vrai problème que nous avons, pourquoi est-ce que nous sommes des pays qu'on a osé classer pays pauvres très endettés? Nous sommes des pays dits pauvres très endettés parce que ceux qui contrôlent une institution fondamentale de toute économie, à savoir l'institution monétaire, nous ont maintenus sur ce que le professeur Tchundian Pouemi a appelé dans son grand livre de 1984, la répression monétaire. Aucune économie ne peut se développer sans création monétaire. Or, quand vous n'êtes pas les propriétaires de votre banque centrale, vous ne pouvez pas créer de la monnaie. Et comme vous ne pouvez pas créer de la monnaie, vous ne pouvez pas servir du crédit à vos opérateurs économiques et vous ne pouvez donc pas stimuler le développement. Or, qu'est-ce qui se passe avec la banque d'investissement? Ce qui est dit, c'est que cette banque va mettre justement de la monnaie à la disposition des acteurs économiques endogènes et qu'elle va financer sur fonds propres le développement endogène du sous-continent. L'aboutissement de tout ceci ne tiendra pas debout si cette monnaie, si ce fonds souverain ne sont pas entièrement adossés sur les réserves de ressources naturelles, sur les réserves d'or des pays de l'Alliance des États du Sahel eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, que la Banque nationale d'investissement est déjà le premier pas vers la souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté monétaire si vous n'avez pas une Banque nationale d'investissement où les États de l'Alliance des États du Sahel sont les uniques détenteurs du capital. Détenir le capital de sa banque, c'est déjà détenir les titres qu'on pourra émettre sur ce capital, c'est-à-dire détenir la monnaie. Donc, pour ma part, je considère que nos dirigeants sont non seulement bien conseillés, mais ils sont méthodiques et rigoureux. Il va être possible désormais de financer sur fonds propres des projets structurants. Regardez le Burkina Faso qui annonce une autoroute à 2 fois 4 voies. 4 voies aller, 4 voies retour. Sur fonds propres, avec 200 milliards de francs CFA mobilisés sur fonds propres. En fait, les pays de l'AES sont économiquement déjà, de mon point de vue, sortis du franc CFA. Parce qu'en fait, c'est sur leurs fonds propres qu'ils financent l'essentiel des projets structurants dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du désenclavement et de l'aménagement du territoire. Ils financent sur fonds propres et non avec le bon samaritanisme de l'aide au développement française, du FMI ou de la Banque mondiale. Monsieur Niamsi, l'AES, l'embryon d'une Afrique libre et souveraine, a-t-on entendu ici à Bamako. Est-ce que vous attendez à ce que cela fasse un peu, l'exemple de l'AES fasse un peu tâche d'huile? Moi, je suis Niamsi Ouah Cameroun. Je suis fils natif de la terre africaine du Cameroun. Et si je suis autant impliqué dans la révolution sahélienne, c'est parce que je sais qu'elle est l'embryon de la révolution africaine du XXIe siècle. L'Afrique centrale, d'où je viens, a besoin d'une alliance des peuples africains, comparable à l'alliance des États du Sahel. C'est
une telle puissance qui sera capable, en convergence avec l'AES, de rendre l'Afrique invincible. Le laboratoire de l'émancipation africaine, mon cher Yaya Konaté, pour moi, c'est ici. Si j'ai choisi de créer et d'obtenir la légalisation de l'Institut de l'Afrique des libertés au Mali, c'est pour observer les mutations génétiques nécessaires à l'Afrique entière, à partir du laboratoire sacré. La terre qui a vu le RDA, c'est la terre qui voit la révolution progressiste populaire africaine se mettre en place. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que l'Afrique centrale et l'Afrique australe vont recevoir le greffon AESien et sévérement. Alors,